Bonjour à tous et à toutes, c'est Feldup et bienvenue dans cet épisode de Findings différent de l'habitude. Et en général, on a tendance à se focaliser quand même sur des choses très précises, même dans les phases cachées où je vous parle de 5 histoires flippantes venant d'un réseau social en particulier. On reste toujours focalisé sur quelque chose de précis. Cette fois-ci, on va aller un peu dans tous les sens. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement de la génération Z, la Gen Z, les gens nés entre 1995 et 2010. J'en fais partie, voilà, j'ai 19 ans, je suis donc en plein milieu de la Gen Z et j'ai eu l'expérience basique de la quasi-totalité des gens venant de cette génération. Quelle est la grosse différence entre cette génération et les précédentes, comme, je sais pas moi, la génération Y, les millennials, la génération X et encore les boomers? La différence, c'est le rapport qu'on a eu avec Internet. On est né dans Internet. Toutes les autres générations ont vu la démocratisation d'Internet en direct. Nous, on est nés dedans. Et ça paraît pas, mais ça a changé tout. Je pense qu'on est la génération la plus différente des précédentes, juste parce que le monde a changé tellement vite en 15 ans. Comme beaucoup de gens, j'avais accès à Internet dès genre 6-7 ans, que ce soit à travers des choses que mes parents me montraient sur Internet, ou alors juste carrément avoir accès moi-même en utilisant l'ordinateur familial ou ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse avec cette génération qui a grandi avec Internet, c'est leur culture et particulièrement leur rapport à l'horreur et à l'enfance. Je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui a traumatisé notre génération. Quand je parle de trauma, je ne vais pas parler de choses comme des gens qui ont subi des choses atroces, des choses horribles. Moi, je vais parler uniquement d'un point de vue culturel, de produits culturels, que ce soit dessins animés, films, mais en l'occurrence, et ça c'est la grosse différence entre cette génération et la précédente et les précédentes en général, les vidéos YouTube, les sites internet, les rumeurs sur internet, toutes ces choses-là sont importantes. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler avec un des formats les plus utilisés actuellement sur le YouTube, mais étonnamment pas le YouTube français. Connaissez-vous le mème iceberg? C'est un de mes mèmes préférés, j'adore ce concept. C'est pas vraiment un mème, c'est plus un format. Mais l'idée du format, c'est de donner un sujet et de donner des informations sur le sujet en les séparant par niveau. Vous le savez, un iceberg contient une partie immergée. Et souvent, la partie immergée est 1000 fois plus grande que la partie visible. Et plus on plonge profond dans l'iceberg, plus les informations vont être obscures, peu connues du grand public, ou tout simplement flippantes. Juste des choses terrifiantes, qui de plus en plus deviennent dérangeantes. Il existe déjà un iceberg des traumas de la Gen Z. Il est américain. Je m'en suis beaucoup inspiré pour réaliser l'iceberg que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais j'y ai injecté beaucoup plus de traumas chers à notre francophonie, tout simplement en demandant sur Twitter quels étaient vos traumas générationnels. J'ai fait plusieurs tweets avec plus ou moins de degrés d'intensité, et j'en ai fait une compilation en mettant ceux qui me paraissaient le plus notables et les plus étranges et obscurs. Néanmoins, petite précision avant de commencer, vous verrez ici, dans l'écran, un petit badge qui dit soit je l'ai connu avant, voilà, je le connaissais avant d'en parler, soit je le connaissais et ça a eu un impact, et 3, gros trauma. Genre vraiment un truc qui m'a vraiment trauma. Voilà, c'est sympa, comme ça vous pouvez voir des infos sans pour autant que je le dise toutes les 5 secondes. Voilà. J'arrête de vous faire chier avec cette introduction. Voilà, mon iceberg des traumas de la Gen Z, partiellement francophone. Première partie, le ciel. Alors concrètement, le ciel, c'est donner les choses que absolument presque tout le monde connaît, des trucs qui sont un peu bateaux et assez évidents, mais il me semblait quand même important, ne serait-ce que pour la nostalgie de la chose, de vous les partager. La mort de la mère de Bambi et la mort de Mufasa. Alors là, vraiment, on est dans les trucs bateaux, hein. Mais si vous avez vu ces films, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Vous avez probablement dû voir Bambi ou Le Roi Lion quand vous étiez jeune, surtout Le Roi Lion. Pour ma génération, c'est plutôt Le Roi Lion que Bambi, oui. Et vous avez sûrement été très marqué par la scène de la mort de la mère de Bambi. Celle-ci arrive sans prévenir, a une mise en scène très travaillée et très dark, et en général ne laisse pas indifférent. Il y a une raison pour laquelle je le mets en premier, mais faudra faire tout l'iceberg pour que je commence à en parler. Pareil pour la mort de Mufasa, qui est très bien réalisée, qui a un impact émotionnel très important, et qui en général, de par son côté dark dans un film marketé pour les enfants, peut beaucoup marquer. Le screamer de la voiture. Vous connaissez cette image?
Pas la peine de vous jouer la vidéo en entier, vous savez probablement ce qui se passe à la fin, je l'ai vu comme beaucoup de gens et ça m'a beaucoup marqué. C'est un des premiers screamers qui est devenu viral très tôt sur internet et que presque tous les gens autour de mon âge ont vu. Moi personnellement, c'est un membre de ma famille qui me l'a montré pour faire la blague et en général il était plutôt partagé partout sur Facebook et sur YouTube. Il y a eu énormément de réuploads. Il s'agit d'une pub pour une boisson énergisante allemande qui s'appelle Café, et ces pubs ont été source de critiques énormes étant donné que des screamers étaient particulièrement violents et que si j'ai bien compris, ça passait à la télévision. Vous avez peut-être vu des variantes de la pub de la voiture, notamment avec le couple qui s'embrasse, qui pareil a beaucoup choqué et marqué les gens. Mais toujours dans les screamers, on va continuer avec le labyrinthe ou la souricière. Celui-là est légendaire, pas besoin de jouer n'importe quel screamer pour que des titres comme Scary Maze Game, La Souricière ou plein d'autres vous viennent en tête. Il s'agit d'un jeu flash très simple où on doit bouger son curseur dans cette sorte de labyrinthe quand un screamer du visage de la fille dans L'Exorciste apparaît. Vous avez dû y jouer, peut-être, ou voir une vidéo sur le sujet. Soit c'est un ami qui vous présente le jeu sans vous dire que ça va être un screamer, soit vous avez cliqué dessus en comprenant pas vraiment l'objectif du jeu, ou alors vous avez vu des compilations de gens y réagissant, mais vous avez forcément entendu parler de La Souricière, ou alors du Scary Maze Game, c'est comme ça que je le connaissais. Le jeu est attribué à un certain Jeremy Winterode, qu'il aurait créé en 2003 en le publiant sur son site sous le nom Maze. Mais dans la case screamer, on peut aussi mettre la chaise qui bouge, vous inquiétez pas, hein, je vais pas mettre trop de screamers, mais voilà, la chaise qui bouge, un classique, et le mur qui parle. Voilà. Rien de bien intéressant dans ces screamers. Minecraft Mobs. Beaucoup de gens ont été terrifiés par les mobs de Minecraft. Moi aussi. C'est simple, je fais partie, comme beaucoup de gens de ma génération, de gens qui ont joué à Minecraft très tôt. Le jeu était hyper attractif pour des gens très très jeunes, avec l'aspect créatif, le côté Lego, mais dans un jeu vidéo. Sauf que même si j'avais été prévenu par l'aspect survie du jeu, j'ai été très surpris par les mobs et je m'enfonçais dans le sol pour les éviter, comme beaucoup de gens. Si vous étiez plus vieux et que vous aviez découvert le jeu au collège, peut-être, éventuellement que ce serait les Enderman ou les Ghast qui vous auraient fait peur. Un trauma mineur, mais intéressant quand même à noter. Charlie et la chocolaterie. Là, c'est bizarre parce que c'est assez général comme truc. Les films, que ce soit le plus récent, réalisé par Tim Burton, ou celui de 1971, les deux ont fait flipper tous les gosses. Si vous vous demandez pourquoi, la plupart du temps, je vais mettre des screenshots au lieu de mettre des passages vidéo pour les films et les trucs, c'est pour éviter de me faire claim. Mais voilà, vous avez au moins des petites images pour vous dire de quoi je parle. Dans la version de 1971, que ma génération connaît beaucoup moins, il y a particulièrement une scène appelée le tunnel de la terreur, où Willy Wonka amène les familles qui ont eu le ticket d'or dans une rivière souterraine de chocolat. La scène est véritablement cauchemardesque et montre Willy Wonka entrer dans une sorte de transe bizarre. C'est jamais vraiment trop expliqué pourquoi il agit comme ça, et c'est vraiment creepy pour le coup. Moi, il y a le film de Tim Burton que j'ai particulièrement vu étant jeune, et comme beaucoup de gens, j'ai été trauma par l'aspiration d'Augustus Gloop dans la première scène. Mais en général, toutes les exécutions d'enfants, parce que concrètement c'est ça, hein, chaque fois qu'un enfant meurt, enfin du moins c'est l'impression que ça donnait à l'époque, c'était plutôt terrifiant. Mais il y a particulièrement un truc qui revient tout le temps, la scène du chewing-gum. Violette qui se transforme en myrtille après avoir mangé un chewing-gum et qui avant ça gonfle énormément, ça, pareil, trauma énormément de gens. Et ça va revenir souvent, les déformations de corps font partie des trucs les plus cités. Slenderman. Le Slenderman est probablement la seule légende urbaine dont l'origine est Internet qui a dépassé Internet. La légende aujourd'hui a une ampleur incroyable, vraiment, c'est devenu une légende urbaine. Énormément de gens, même des gens qui ne traînent pas souvent sur Internet, connaissent le Slenderman, que ce soit à travers, je ne sais pas moi, des films, des séries, mais aussi les news, parce que oui, il y a eu un cas de meurtre inspiré par Slenderman, ou que ce soit juste par du bouche à oreille. La créature est ultra connue et il me semble presque inutile de vous la présenter à ce point-là. Ça a été pour les gens de mon âge un trauma important. La peur de croiser Slenderman dans une forêt, au détour d'un virage, le jeu Slender qui a terrifié des tonnes de gosses, toutes les creepypastas, toutes les légendes, toutes les fausses vidéos qu'il aurait filmées, les vidéos de fans, etc. Ce qui est fou, et vous le savez peut-être probablement déjà, c'est que tout ça vient d'une seule personne à la base, un certain Eric Knudsen, aka Victor Surge, qui pendant un concours du forum Something Awful créa la créature avec seulement 2 montages photos. Bref, ça fait partie du folklore d'internet, c'est essentiel, mais ça a trauma beaucoup de gens. Émission paranormale.
Ça peut paraître particulier, mais je pense qu'on a tous vu une émission paranormale, que ce soit à la télévision ou en l'occurrence sur YouTube. Les émissions paranormales, genre je sais pas moi, Ghost Adventures, Taps, RIP, tous ces trucs, toutes ces émissions très cheap, parfois très fake, où un groupe d'enquêteurs du paranormal se rend dans un endroit présumément hanté et y reste durant la nuit pour enregistrer un maximum de preuves du paranormal sous la forme de photos floues, de bruits très explicables et d'autres pareidolis. Ces émissions, même si aujourd'hui c'est plutôt drôle à regarder, étaient très efficaces pour des gens très impressionnables de mon genre. Soudain, chaque coin de photo avec une petite tache blanche devenait source d'angoisse, et ça a été une introduction pour beaucoup d'enfants au domaine du spiritisme, du paranormal, d'une manière beaucoup plus dynamique et c'est pas étonnant, beaucoup plus flippante. Mais en l'occurrence, ma génération a aussi beaucoup connu Gus DX, qui a été un des premiers à importer ça sur YouTube en faisant des émissions de paranormal de qualité, bien que malheureusement il y a eu des trucages. Mais il avait également fait un tribute, une sorte d'émission de fiction sur Minecraft. Cette émission s'appelait Beyond Minecraft et à l'époque ça m'avait bien impressionné. C'était une émission mimiquant ces émissions de chasseurs de fantômes sur Minecraft et c'était étonnamment très efficace. Dead Bart. Dead Bart, c'est le nom donné à une légende concernant un étrange épisode des Simpsons qui serait caché et qui serait dangereux. La légende se base d'abord sur l'étrange façon dont la Fox décompte les épisodes des Simpsons, leur dénombrement n'étant pas linéaire et étrange, parfois sautant 2-3 chiffres. La légende dirait qu'un épisode de Simpsons de la saison 1, nommé sous le numéro de production 7G06 intitulé Dead Bart, aurait été créé par Matt Groening dans une période où il était très secret et triste. Il est presque impossible de lui en parler en session FAQ et il deviendrait étonnamment silencieux lorsqu'on lui mentionne. L'épisode présenterait la mort de Bart et la réaction de sa famille extrêmement dépressive. Il nous montrerait le cadavre en images très réalistes. Il montrerait notamment des cris et des pleurs extrêmement forts, des réactions au deuil allant à l'addiction, à l'anorexie, tout ça. Bon bref, c'est edgy, voilà. Et l'image de fin serait un cimetière avec des tombes, dont une est bien évidemment à Bart, mais l'autre serait toutes les célébrités ayant joué dans des épisodes des Simpsons, avec en dessous leur date de mort, qui à l'époque de la création supposée de Dead Bart n'était pas encore arrivée. Donc ça aurait été un épisode... comment dire, divinatoire. Bon, vous avez compris, c'est une creepypasta, une histoire qui se propage sur Internet comme un peu une rumeur ou une légende urbaine. Ça fait partie d'un nombre assez important de creepypasta pas folles sur des épisodes de dessins animés interdits et flippants, et celle-là est particulièrement notable. On va en avoir plein d'autres dans la liste, certains un peu plus profonds dans l'iceberg, donc attachez vos ceintures, hein, on n'est pas prêt d'avoir fini avec ce genre de truc. Jeff the Killer. Toujours dans le domaine des creepypasta, Jeff the Killer est littéralement la chose qui a été le plus mentionnée quand j'ai demandé sur Twitter ce qui vous avait traumatisé étant enfant. C'est une creepypasta se centrant sur le personnage de Jeff, enfant qui à l'âge canonique de 12 ans devient un tueur après l'injuste emprisonnement de son frère Liu à l'âge de 11 ans. Alors vous allez vous demander que fait un enfant de 11 ans en prison, et je vous répondrai que c'est une des creepypastas les moins bien écrites du monde. C'est une catastrophe. Alors pourquoi tant de trauma? Déjà car l'idée d'un tueur collégien dans la rue toujours en train de courir qui te tue en te disant « endors-toi » pouvait marcher quand on était jeune, mais surtout les images. Il y a des images de Jeff the Killer, en particulier celles-ci, qui ont beaucoup infiltré l'inconscient collectif. Ces images sont un peu ridicules aujourd'hui, mais elles ont terrifié des millions de gosses, au point que quand je l'avais mis dans une de mes vidéos, certaines personnes m'ont dit « hey, préviens avant de mettre des screamers », alors que moi je pensais juste que c'était une image qui faisait pas peur, quoi. C'est juste une image vaguement creepy et très datée. Non, ça a énormément marqué les gens, au point que certaines personnes ont des réactions presque traumatiques en la voyant. La creepypasta est vraiment mauvaise, je l'ai d'ailleurs lu en live avec Becca et j'ai pu rafraîchir la mémoire de beaucoup d'entre vous, c'était une catastrophe, mais ça reste un des points les plus importants de notre génération. Je suis sérieux à propos de ça. Five Nights at Freddy's. En 2014, Scott Cawthon, développeur de jeux vidéo indépendant ayant du mal à finir ses fins de mois, sort Five Nights at Freddy's, un petit jeu d'horreur sur Steam, dernier espoir pour son développeur. Il ne s'y attendait peut-être pas, mais ça allait devenir l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu vidéo, tout court, et une sensation mondiale. Aujourd'hui, le premier jeu est légendaire, et ici je ne parle vraiment que des jeux. On parlera un peu plus loin d'autres aspects du jeu qui ont éventuellement plus traumatisé les gens, mais qui sont également un peu plus obscurs. Les jeux en eux-mêmes sont particulièrement flippants. Je trouve que le premier est toujours aussi légendaire, toujours aussi efficace, les autres c'est un peu plus anecdotique. Sauf peut-être le quatrième qui, je trouve, est l'un des plus effrayants de toute la série. Le fait de devoir se défendre en tant que gardien de nuit dans une pizzeria contre des animatronics visiblement hantés, c'était brillant. Et surtout, il faut mentionner le chara design de ces animatronics qui est pareil et brillant. En particulier
Bonnie dans le premier jeu, qui encore aujourd'hui donne des cauchemars à certaines personnes. Les jeux sont toujours très efficaces et il y a une sorte de réappréciation pour ceux-ci qui réapparaît depuis quelques temps. C'est mérité pour un jeu qui a souvent été associé avec la cringe culture. Et c'est cool de voir des gens pouvoir apprécier un truc sans devoir se forcer de trouver que c'est gênant. SCP. Si vous êtes baladé sur internet pendant suffisamment longtemps, vous devez avoir d'une manière ou d'une autre entendu parler des SCP et en général de la fondation SCP. Il s'agit d'une légende autour d'une fondation secrète gouvernementale qui chercherait des créatures paranormales pour les capturer, les contenir afin de protéger la société. La légende commence en 2007 quand un utilisateur anonyme sur le board paranormal de 4chan poste cette photo accompagnée d'une sorte de rapport autour de l'entité paranormale nommée SCP-173, une statue qui ne bouge que lorsque l'on ne la voit pas. Ça a envoûté énormément de gens. La créature avait un concept simple et efficace, inspiré des anges pleureurs de Doctor Who, dont on reparlera en bas dans l'iceberg, mais surtout la façon dont c'était rédigé était brillante, donnant des informations sur comment le contenir et montrant des observations incertaines sur le comportement du monstre, comme s'il y avait encore à apprendre sur celui-ci. Les quelques utilisateurs de 4chan qui avaient vu ce post se sont réunis et ensemble ont créé la fondation SCP. Le wiki a été créé en 2008 et il liste aujourd'hui des milliers de créatures, toutes plus variées les unes que les autres. C'est un univers ultra intéressant et plutôt complet, bien que moi il ne m'intéresse pas des masses. Il ne faut pas négliger qu'il s'agit là d'un des projets communautaires horrifiques les plus conséquents de l'histoire et la légende de cette fondation est aujourd'hui largement répandue. Le concept d'une sorte d'organisation gouvernementale listant des tonnes et des tonnes et des tonnes de créatures paranormales, ça a beaucoup touché certaines personnes. Ça. Je fais référence à l'adaptation en téléfilm de la nouvelle It de Stephen King, réalisé en 1990. On pourrait aussi noter le film le plus récent, mais c'est un peu trop récent pour les standards de l'iceberg. Mais j'ai tendance à trouver que le Ça de 1990 est un truc qu'on est beaucoup plus sensible de regarder quand on est très jeune. Le film se centre autour d'un antagoniste, Pennywise, ou Gripsou en VF, un monstre pouvant changer d'apparence, se transformant en clown pour attirer les enfants dans ses pièges. C'est un film d'horreur que beaucoup de gens ont vu étant très jeunes. J'ai été épargné, mais chez beaucoup de personnes, ça a créé comme réflexe traumatique la coulrophobie, la peur des clowns viscérale qui, encore aujourd'hui, peut leur pourrir la vie. On peut citer notamment la très célèbre scène de la bouche d'égout, où Pennywise attrape un enfant à travers la bouche d'égout en l'attirant avec des ballons. OVNI et témoignages extraterrestres. Ce que je veux dire par OVNI et témoignages extraterrestres, c'est englober toute cette culture des extraterrestres, toute cette culture des émissions, des vidéos sur YouTube mal filmées datant d'il y a 10 ans, de gens qui filment des soi-disant OVNI. Il y a des classiques que vous avez forcément vus, genre je sais pas moi celle-ci. D'ailleurs, en parlant de celle-ci, sachez qu'elle a été faite entièrement en CGI. C'est simple, à quel point on peut faire passer des mauvais effets spéciaux avec du 144p. Je trouve ça brillant. Ces vidéos ont pour moi un côté extrêmement nostalgique. J'adore leur esthétique, surtout ces vidéos found footage d'aliens. Les vidéos sont de très mauvaise qualité et c'est pour ça que ce genre a particulièrement disparu. Car quand YouTube n'était qu'en 240p et 360p, il était beaucoup plus facile de cacher des imperfections After Effects et également ça favorisait énormément la pareidolie. Alors qu'aujourd'hui, faire un fake en HD est beaucoup plus demandant et bien moins convaincant. Je rajoute ici également tous les documentaires qui nous montraient des témoignages de gens ayant vu des extraterrestres, particulièrement les témoignages d'abduction ou d'enlèvement. Je sais qu'abduction est un anglicisme, désolé, qui moi par exemple m'avait beaucoup marqué. Sonic.exe. Sonic.exe est une légende se centrant sur un certain Tom, fan de Sonic, recevant une lettre affolée de son ami Kyle qu'il n'avait pas vu depuis 2 semaines. La lettre contenait un CD et demandait à Tom de le détruire au plus vite sans y jouer. Le CD était une version déformée du jeu Sonic CD, intitulé Sonic.exe. Dans le jeu, on ne joue pas Sonic, mais on joue Tails, Knuckles et Eggman, ce qui est très étrange, et on les joue dans des maps très simples, très petites, dans lesquelles leur objectif est de se faire tuer par le méchant Sonic, avec des yeux rouges sanglants. Régulièrement, le jeu va s'adresser à Tom et lentement briser la limite entre le jeu et réalité. Une image reste pour beaucoup. À la fin du jeu, après avoir tué tout le monde, cette image de Sonic apparaît avec écrit au-dessus « I am God », littéralement « Je suis Dieu ». Pourquoi est-ce aussi haut dans l'iceberg ? Parce que je pense que vous avez pu le remarquer, c'est claqué du cul. C'est vraiment pas bien. C'est une des creepypastas les plus célèbres pour être une catastrophe se prenant beaucoup trop au premier degré. Néanmoins, il y a des efforts effectués, comme la création d'un jeu vidéo inspiré par l'histoire qui s'avère particulièrement fidèle. Et il y a eu plein d'autres variations comme Sally.exe et autres. Le jeu reste néanmoins, comme l'histoire, une vaste blague qui a quand même impressionné des enfants jeunes, particulièrement les fans de la licence. La Dame Blanche.
Voilà une des légendes les plus répandues du début des années 2000, qui aujourd'hui j'ai l'impression on en entend moins parler, qui s'est majoritairement transmise à travers du bouche à oreille et presque rien d'autre. Il y a également des chaînes de messages par téléphone et email, mais c'est à peu près tout. La Dame Blanche englobe en réalité des dizaines et des dizaines de légendes plus ou moins méconnues, mais la variation la plus connue est l'histoire d'une femme décédée au tournant d'un virage sur une route et qui ferait aujourd'hui de l'autostop à l'endroit de son décès, vêtue de blanc. Mais en réalité, ça englobe aussi des histoires de femmes blanches apparaissant dans des châteaux, apparaissant dans des plaines, dans des forêts. Il y a des dames blanches locales. C'est une légende un peu passe-partout pour parler d'un spectre de femmes blancs, en fait, tout simplement. C'est surtout l'image de la Dame Blanche qui a beaucoup impressionné. Cette image de spectre fantomatique transparent apparaissant dans le noir, âme en peine recherchant compagnie ou revanche. Il existe des tonnes de vidéos et de screamers sur YouTube qui ont nourri l'imaginaire de plein d'enfants en primaire et au collège. Il y a plein de vidéos assez virales qui sont apparues en 2009 ou en 2010 autour de la Dame Blanche, et concrètement, ça a marqué beaucoup de gens. Happy Tree Friends. Créé par Ken Navarro, Aubrey Ankrum et Rod Montijo, Happy Tree Friends est une série de dessins animés à l'origine diffusée sur internet en 2000, puis à la télévision en 2006, qui a eu un succès international dû à son concept assez brillant. Chaque épisode d'Happy Tree Friends commence dans une ambiance plutôt joyeuse, très dessin animé pour enfants, le trait est mignon et enfantin, jusqu'à ce que tout devienne un putain de bain de sang. Du gore très graphique, évidemment mis en scène pour faire de l'humour pour adultes. Aujourd'hui, ça reste, comme avant, plutôt drôle. Le problème, c'est la présentation. Malgré quand même des avertissements avant chaque épisode, ça n'a pas empêché à des tonnes de gens de tomber dans le piège. C'est notamment le cas pour moi, à genre 9 ans. Je m'en souviens encore, et ça, c'est un gros trauma. Événement grave et historique à la télévision. Celui-là, il est un peu général, mais c'est pour éviter de mettre juste des infos déprimantes que tout le monde connaît déjà. Mais concrètement, le 11 2001, des tueries de masse, des actes terroristes, tout ça, on a potentiellement tous vécu ce moment où nos parents étaient devant la télévision et étaient pour une fois tout aussi terrifiés que nous et silencieux face à l'info. J'ai suivi 2-3 de ce genre d'événements à la télévision en famille et ça m'a marqué, même si ça ne m'a pas forcément traumatisé. Les attaques de Hebdo, par exemple, je pense que vous les avez vécues aussi, et en général, l'impact que ça a eu dans l'intégralité du pays, tout ça, ça marque en général beaucoup notre génération. Voilà, on a fini avec le ciel et on a encore beaucoup à faire. Parce que là, on va arriver au moins sur l'iceberg, on va mettre les pieds sur le froid. Bienvenue dans la surface. Let's Player jouant à des jeux d'horreur. C'est assez simple à comprendre, mais la mode des Let's Players d'horreur, je sais pas moi, à l'époque il y avait beaucoup KiGear69 dans le Kiki Horror Show, il y a eu Squeezie, il y a eu PewDiePie, il y a eu plein de gens qui faisaient des petites vidéos en jouant des jeux d'horreur avec la facecam ici. Ça a été un phénomène autour de 2011-2012, il y a eu une montée de ça, et encore aujourd'hui ça reste assez présent. À l'époque ça dégotait des jeux indépendants gratuits et simples, fonctionnant avec des mécaniques de jumpscare, et ça a donné accès à toute une génération à plein de jeux ultra étranges, plutôt cheap et simples qui ont terrifié. Ça m'a bien niqué. Pokémon Lost Silver. Il s'agit d'une histoire concernant une cartouche hantée de Pokémon Silver sur Game Boy Color, qu'un lycéen aurait trouvé en occasion à un magasin GameStop. Quand le lycéen mit le jeu dans sa cartouche, il vit qu'il était très différent de l'habitude. Le personnage s'appelait 3 petits points, cumulait 999 heures de jeu et avait tous les Pokémon. L'histoire est assez longue et montre des séries d'événements troublants impliquant des morts de Pokémon et une atmosphère pleine de solitude. Les images restent pour certaines personnes assez importantes, notamment des messages notés dans l'inventaire du jeu avec des Pokémon Zarbi, des Pokémon à l'effigie de chaque lettre de l'alphabet, ou alors cette image du dresseur, les yeux noirs ensanglantés, sombre. Il existe un fangame du jeu qui est extrêmement fidèle et bien fichu, et malgré l'écriture plutôt mauvaise de l'histoire et un concept assez faible, qu'on lui doit surtout à son ancienneté, ça date de 2010, ça reste une creepypasta qui a marqué beaucoup de gens, mais ce n'est pas la seule creepypasta Pokémon qui a marqué ma génération, et vous voyez déjà de quoi je m'apprête à parler. Le syndrome de l'Avant-Ville. Là, on parle vraiment d'une légende. Vraiment un truc qui a beaucoup touché certaines personnes. Le syndrome de l'Avant-Ville se focalise sur les jeux Pokémon, les premiers, dans lesquels, parmi les nombreuses villes du jeu, il y a l'Avant-Ville, une ville plus petite avec une atmosphère beaucoup plus sinistre. On y trouve la tour Pokémon, une tour où sont enterrés les Pokémon décédés. Le syndrome de l'Avant-Ville fait référence surtout à une chose, la musique de l'Avant-Ville. Cette musique est stridente, triste, sombre et iconique. La théorie dirait que si on écoute la musique de l'Avant-Ville issue des premiers jeux, vraiment des premières versions du jeu, on pourrait contracter des symptômes violents,
allant de la migraine à la surdité, à la violence, au suicide et autres causes de mort soudaine. La légende va encore plus loin en y associant notamment des trucs à propos de la route 7 avec un Pokémon nommé Pokémon 731 contenant des images subliminales dans son sprite qui seraient des allusions à l'unité 731, un truc assez vénère que je vous invite à regarder qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et pour le coup, le syndrome de l'avant-ville a causé une énorme psychose au sein de plusieurs générations de fans de Pokémon, bien que ça ne soit rien d'autre qu'une légende. Mais le syndrome de l'avant-ville fait aussi référence à un autre truc traumatique de l'enfance des joueurs de Pokémon, Missing No. Missing No est un Pokémon bug du jeu. Comment ça fonctionne? Dans Pokémon, tous les Pokémon ont assigné à eux un nombre appelé ID. Or, il n'y a que 151 Pokémon dans le premier jeu de Pokémon, mais l'ID est un chiffre qui ne peut aller que de 0 à 255. Avec toutes les versions de différents Pokémon, on n'arrive quand même pas à boucher les trous. Il reste en effet une cinquantaine d'idées qui ne sont assignées à aucun Pokémon. Pour éviter des bugs et des crashs, si quelqu'un arrive sur ces emplacements par erreur ou par volonté, on comble le jeu avec des tonnes de Pokémon appelés Missing No, soit Missing Number, les nombres manquants qui occupent les places non utilisées du chiffre des ID. Or, voici l'apparence de Missing No. Et il existe des techniques pour obtenir le Pokémon qui sont assez complexes et intéressantes. C'est cette atmosphère de mystère, de bugs et d'étrangeté quand on arrivait à atteindre ces Pokémon bugs qui étaient particulièrement grisantes et creepy. Il existerait également des sprites de fantômes, de mains blanches ou d'un homme enterré qui seraient des Missing No qui auraient des effets néfastes sur et également sur la psyché des enfants qui les verraient. Ils sont tous liés au syndrome de l'avant-ville qui serait également la cause de symptômes violents. Bref, un mystère et un des bugs les plus connus de l'histoire des jeux vidéo. SCP Containment Breach. SCP Containment Breach est un jeu vidéo inspiré du wiki de la fondation SCP dont je vous ai parlé précédemment, qui a été développé en 2012 et qui encore aujourd'hui continue de recevoir des mises à jour. Le jeu est développé par Jonas Rikkonen et a été mis sur internet gratuitement pour la première fois en 2012. On y contrôle un condamné à mort servant de cobaye à la fondation, essayant de s'enfuir du complexe après qu'un bug général et une déconnexion de l'électricité fassent que tous les SCP, tous les monstres paranormaux commencent à s'enfuir. On doit donc se balader dans ce gigantesque laboratoire dans l'obscurité, alors que de très nombreux monstres s'y baladent librement, tous avec des patterns variés et des fonctionnements qui leur sont propres, inspirés des véritables fonctionnements des monstres décrits dans le wiki. SCP Containment Breach est plutôt un bon jeu. Étonnamment, il marche très bien et pour un jeu indépendant, c'est probablement un des meilleurs jeux d'horreur indépendants gratuits que vous pourrez trouver sur internet, étonnamment. Il est très complet, il a une communauté très active, mais il a néanmoins traumatisé énormément de gens, surtout à cause de ça. 1, 2, 3... Le SCP-173 fonctionne comme les anges pleureurs de Doctor Who. Tant qu'on ne le voit pas, il peut se déplacer. Le jeu s'accompagne d'une mécanique de clignement d'yeux qui rend tout déplacement dans les couloirs de la Fondation particulièrement stressant. Coraline. Coraline est un dessin animé en stop motion que beaucoup de gens de ma génération ont vu, que j'ai vu que récemment, et je vais juste vous demander d'aller regarder Coraline. C'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien, c'est génial. Un des meilleurs films que j'ai pu voir, et surtout un des meilleurs films en stop motion. L'animation est formidable, mais vous allez très vite comprendre qu'il y a des designs, des concepts, des idées qui sont de l'essence pour les cauchemars, quoi. Donc je vous invite à aller le voir, je veux pas vous le spoiler, je l'ai découvert que récemment et là je peux comprendre que l'aspect découverte peut beaucoup aider. Bon courage! Abandoned by Disney. Abandoned by Disney est une légende disant que Disney avait fait un parc en Amérique séparé de Disney World et Disneyland, appelé le Palais de Mowgli. Ce parc aurait causé des pertes monumentales d'argent pour Disney de par son annulation inexpliquée. Ce parc aurait disparu de la pensée des gens, devenant une sorte de légende dont très peu auraient entendu parler, devenant un secret bien gardé par Disney. Le creepypasta est écrit par quelqu'un prétendant être allé dans le lieu abandonné dans lequel il trouva les vestiges de cet endroit luxueux parsemé de pancartes nommées Abandoned by Disney, littéralement abandonné par Disney. L'histoire dit qu'il y entendait des bruits étranges, des murmures, des voix, que l'ambiance en général était très lourde et très décrépite, pour enfin, en arrivant dans une pièce, tomber sur un ancien costume de Mickey avec des couleurs inversées, qui se lève soudainement avant de retirer sa propre tête, laissant s'écouler une sorte de liquide jaune, comme du sang. L'histoire est plutôt bien écrite en réalité, et l'ambiance est plutôt bien réussie, surtout dans la partie urbex, même si je trouve que ça baisse en qualité au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Mais tout est complètement faux. C'est une creepypasta, le palais de Mowgli n'a jamais existé, et rien de l'histoire ne s'est réellement passé. Mais le mystère d'un parc hanté, inconnu de la conscience des gens, qui aurait été caché par l'une des plus grosses entreprises du monde, contenant des fantômes étranges et des monstres, était plutôt grisante pour l'époque. Harry Potter 3. Ça peut paraître particulier,
Mais Harry Potter 3 est sorti un nombre incalculable de fois quand j'ai posé des questions à des potes et sur Twitter. Au début de Harry Potter 3, on peut retrouver Harry dans la famille des Dursley. Comme d'habitude, il harcèle et se moque d'Harry. Cette fois-ci, ils ne sont pas seuls, il y a également le personnage de la tante Marge qui insulte Harry et sa famille. Et arrive donc une scène qui a traumatisé beaucoup d'enfants. Harry s'énerve et jette un sort à la tante Marge, qui se met à gonfler et qui devient littéralement un ballon. Encore une fois, les déformations du corps sont extrêmement marquantes pour les enfants. Pour un gosse, c'est du putain de body horror. Quand je mentionne cette scène à des gens de mon âge, nombreux me disent que comme moi, c'est une scène qui leur est restée en tête pendant la nuit. Pour moi néanmoins, c'est pas le truc le plus terrifiant. Pour moi, dans Harry Potter 3, il y avait la scène dans le bus que je n'arrivais pas à regarder sans angoisser. Je ne sais pas pourquoi, les déformations de l'image, cette tête bizarre, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et ça me terrorisait. Sweet Mouse. Sweet Mouse, c'est encore une autre de ces légendes d'épisodes de dessins animés qui ont été interdits et enlevés du grand public parce qu'ils seraient soi-disant dangereux. Le short créé par Walt Disney serait plutôt obscur et quasiment perdu. Il s'agirait d'un cartoon à l'ambiance beaucoup plus dépressive que d'habitude. Il montrerait une boucle simple de Mickey marchant derrière un fond de ville très banal, sans le moindre son à l'exception de sortes de touches de piano aléatoires et étranges. La vidéo dure quelques minutes avant de faire un fondu au noir. La vidéo de la légende apparemment continuerait sur un fond noir jusqu'à la 6e minute où l'écran noir s'arrêterait pour venir sur un plan de Mickey marchant avec en arrière-plan des pleurs étouffés. Au cours du temps, les pleurs étouffés se transforment en cris, saturant complètement l'espace audio, avant que l'épisode se termine brutalement, avec l'habituel visage de Mickey de fin de cartoon, mais avec un texte différent en russe disant « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». Il aurait causé des tonnes de suicides et causerait le licenciement de tout employé de Disney essayant de s'en procurer une copie. Heureusement, c'est qu'une rumeur, et que ce n'est qu'une creepypasta, ça n'a jamais existé. Mais je me souviens comme beaucoup avoir vu des vidéos de Mouse dans le style, dans mes recommandés, et j'avais vite fait un peu d'angoisse rien qu'en voyant la miniature, ayant peur que quelque chose d'étrange, ayant peur de me suicider à cause de cette vidéo, mais non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Les Frères Grimm de Terry Gilliam. Les Frères Grimm est un film de Terry Gilliam, sorti dans le début des années 2000. Celui-ci est une version exagérée de l'histoire des véritables Frères Grimm, qui sont responsables d'énormément de contes que vous connaissez certainement. Mais ici, ils sont présentés comme des prestidigitateurs, essayant d'aider des villageois subissant des problèmes surnaturels en les arnaquant avec des mises en scène. J'ai pas vu le film, personnellement. Peut-être que je me suis trompé sur le plot, mais au vu de la réaction très tiède de la critique et de l'ambiance générale du film qui ne me parle pas trop, j'ai pas eu la foi de le regarder. Néanmoins, il y a un truc en particulier qui a traumatisé un paquet de gosses, ce cheval. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un cheval qui peut tirer avec sa bouche des toiles d'araignée dans lesquelles il peut enrouler un enfant avant de le manger. Et le plan où l'ombre du cheval appale quelqu'un, ça a marqué beaucoup de gens. Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared est une web-série étrange créée par Becky Sloan et Joe Pelling. Celle-ci a commencé en 2011 avec un pilote qui, j'imagine à la base, n'avait aucun espoir de se transformer ensuite en série. Ce pilote est très vite devenu viral de par son concept plutôt génial et sa réalisation plutôt brillante. L'ambiance de Don't Hug Me, I'm Scared s'inspire des shows pour enfants comme Sesame Street et autres avec des poupées et personnages en costume. Tout comme ces émissions, la vidéo montre une chanson censée apprendre aux enfants à être créatifs, chantée par un bloc-notes avec des yeux. L'ambiance de la vidéo est étrange, un peu malsaine, avec des moments dans la chanson qui sont un peu particuliers. You need to slow down. Puis soudainement, sans prévenir, la vidéo devient un cauchemar vers la fin. Ça devient plutôt sanglant et créatif. Comme beaucoup de personnes, j'ai vu cette vidéo sans savoir à quoi m'attendre et ça m'a terrifié pendant plusieurs nuits. Don't Hug Me, I'm Scared deviendra très vite une série brillante que je vous invite à regarder vraiment parce que Don't Hug Me, I'm Scared, c'est incroyable. Les épisodes, tout ça, tout ce qui a été créé. Et c'est plutôt facile à comprendre et c'est même plutôt catchy, les musiques étant plutôt marrantes. Dining Room, There Is Nothing. Il s'agit d'une vidéo créée par David Earl, un artiste irlandais montrant une femme dans une salle à manger avec un feu derrière. Elle dit d'abord quelque chose d'indiscernable, puis plante sa tête dans l'assiette. Le plan dézoome, puis rezoome alors que la femme relève la tête et dit « There is nothing ». La vidéo est construite pour pouvoir être une boucle infinie. C'est un palindrome visuel, mais également audio. L'esthétique générale est creepy et dérangeante, de par son côté très robotique et peu naturel. La vidéo aurait un sens caché. David Earl aurait été inspiré par l'idée qu'après la mort, il n'y aurait rien, et on verrait une femme morte revenir depuis les morts en disant «
il n'y a rien, qu'il n'y a pas de finalité dans la vie, qu'il y a un côté très nihiliste et très vide et très déprimant derrière le sens de cette vidéo. I feel fantastic. I Feel Fantastic est une vidéo dont j'ai déjà pu parler dans un vieil épisode de Findings et je vous invite à aller la voir si vous voulez des infos sur son origine. I Feel Fantastic est une vidéo montrant une sorte d'androïde chantant une chanson très simple, répétitive et plutôt flippante. Une légende tourne autour de cette vidéo disant qu'elle serait le fruit d'un tueur en série qui aurait créé ces androïdes à partir de vêtements et de la peau des victimes de ses crimes. Un plan étrange de la vidéo non expliqué sur un jardin serait l'endroit où ce tueur aurait enterré ses corps. L'histoire est fausse. Il s'agit en réalité d'androïdes créés par un indépendant qui ne se sont jamais vraiment vendus et qui étaient apparemment seulement involontairement flippants. Mais néanmoins, ça reste quand même un classique de l'horreur sur Internet. Joueur du grenier hors série spécial Téléchat. Alors celui-là il peut paraître particulier, mais le 26 janvier 2010, Joueur du grenier sort une vidéo parlant de l'émission pour enfants Téléchat. C'était la première vidéo hors série de sa chaîne. Téléchat, c'est une émission des années 80 et 90 montrant des programmes courts, se voulant une satire du journalisme sensationnel et des parachutages dans l'espace télévisuel français. L'humour du programme était très absurde, vraiment perché, mais honnêtement, personnellement, j'ai vu des épisodes et j'ai trouvé ça trop cool. Je trouve ça vraiment bizarre, mais dans le bon sens du terme. Cette émission a énormément traumatisé la génération Y, avec des étranges personnages dont des objets parlants qui ont un design plutôt creepy. Mais si je parle non pas du dessin animé mais de la vidéo de Joueur du grenier, c'est simplement parce que on ne l'a jamais vue nous. Elle n'a jamais été diffusée à ma génération. C'est vraiment un produit de son époque et le Joueur du grenier a mis une lumière sur le trauma que la série peut causer à des enfants dû à ses personnages au design étrange et rigide, mais surtout les objets et les délires absurdistes qui avaient des designs pouvant sembler vraiment terrifiants. Il y a certaines phrases qui ont marqué des gens qui restent gravées chez certaines personnes, notamment la fameuse tête de fœtus écrasée. Bref. Ben Drowned. Ben Drowned est une creepypasta qui a été postée dans l'espace d'une semaine dans un thread sur le board X de 4chan, le board paranormal. Ça a été posté en 2010 et ça décrivait les mésaventures de l'utilisateur Géduzeble qui, en allant dans une brocante, a acheté une cartouche de Majora's Mask étrange sur laquelle était écrite au feutre noir juste Majora, à la place du design habituel de la cartouche. Au cours de l'histoire, on se rend compte que le jeu appartenait en réalité avant à un enfant du nom de Ben, qui serait mort noyé. Le jeu comporte des événements étranges et glitchés qui ont tous du sens et qui mettent très mal à l'aise. L'ambiance de Ben Drowned était folle pour l'époque et ça a vraiment marqué énormément de gens. Ça a inspiré des dizaines et des dizaines de creepypasta tant son atmosphère était novatrice et efficace à l'époque, avec des vidéos de gameplay puissantes et terrifiantes, avec notamment cette statue de Link censée représenter un fantôme qui suit le joueur tout au cours de la partie de Géduzeble. C'était terrifiant pour un enfant. Bloody Mary. Bloody Mary fait référence à un rituel dont les origines sont très variées. Concrètement, la légende dirait qu'il suffirait de se mettre vers minuit ou 3h du matin, ça dépend, et de crier 3 fois Bloody Mary pour voir apparaître Bloody Mary devant soi, dans son miroir. C'est pas fou. Alors qui est Bloody Mary ? Ça varie selon la version. Ça pourrait être une femme qui serait suicidée, comme une femme qui aurait tué de nombreuses personnes. Alors ce serait lié à Marie Tudor, reine d'Angleterre au XVIe siècle, qui est surnommée Bloody Mary ou Marie la sanglante due à ses violentes actions contre la communauté protestante. Bref, un rituel dont on a presque tous entendu parler, qui ne marche pas. Néanmoins, il y a quand même un truc à noter. Regarder son visage dans le noir fixement pendant plusieurs minutes peut amener à des déformations du visage. Juste parce que votre cerveau crée ces déformations, parce que il veut du stimulus, quoi. Et certaines personnes, ça peut les terrifier. Et je pense que certaines personnes qui ont essayé le rituel de Bloody Mary, en attendant trop longtemps, en regardant fixement leur miroir, ont vu ces déformations et l'ont attribué au rituel. Herobrine. Herobrine est une légende concernant le jeu vidéo Minecraft. La légende dit que des joueurs sur leur partie solo verraient un personnage avec le skin original du joueur Minecraft, donc le skin de Steve, mais cette fois-ci avec des yeux blancs au lieu des habituels yeux bleus. Celui-ci altérerait l'environnement avec des tunnels 2 par 2 et des pyramides inexplicables dans les parties. Un joueur aurait essayé d'en parler sur les forums de Minecraft, mais ces messages auraient été tous supprimés instantanément avant qu'il ne reçoive un message d'un utilisateur nommé Herobrine lui disant « Stop ». Il aurait ensuite envoyé un message à Notch,
le créateur de Minecraft, et celui-ci aurait répondu que Herobrine était le conte de son frère qui aujourd'hui est décédé. Le fantôme donc du frère décédé de Notch se baladerait sur les maps des joueurs, les rencontrant dans des parties solo. Et il y avait une sorte de psychose, surtout pour les joueurs les plus jeunes, de voir Herobrine apparaître dans sa partie et donc de se faire une petite frayeur. Évidemment c'est faux, hein, mais pour alimenter la rumeur, les changelogs de Minecraft montraient systématiquement à chaque mise à jour comme dernière ligne la mention de la suppression d'Herobrine. Comme si celui-ci n'arrêtait pas de revenir malgré tous les efforts des développeurs. Heureusement, ce n'est qu'un hoax, mais ça a quand même beaucoup marqué les gens comme moi. Thriller de Michael Jackson. Ici, je ne fais référence qu'au clip de 1983 de Thriller de Michael Jackson, et je vais être très court avec. Pour beaucoup de personnes, ça paraît un peu surprenant, notamment même une personne qui s'est un peu foutue de ma gueule quand j'ai dit ça, il comprenait pas pourquoi Thriller était là. Mais c'est simple. Vous êtes jeune, vous tombez sur le clip à la télé, ou alors, comme moi, sur YouTube, en vidéo. Vous n'avez pas la définition du mot thriller parce que vous êtes un enfant, et vous voyez ça. Et ça m'avait fait énormément sursauter, hein, le coup de Michael Jackson se transformant en loup-garou. À l'époque, je pensais vraiment que j'étais le seul, hein, que j'étais con. Mais non, c'est revenu des tonnes de fois sur Twitter, donc voilà, je suis content de me dire que mon trauma n'était pas ridicule. Salad Fingers. Salad Fingers est une série de courts-métrages animés par le créateur David Firth, une des personnes les plus connues sur internet dans le monde creepy. Ce gars-là est présent depuis très longtemps, il continue à être présent et il continue à faire des trucs de plus en plus dérangeants. Les animations de Salad Fingers sont des animations flash et le premier épisode intitulé Spoons ou Cuillère a été posté pour la première fois sur Newgrounds le 1er juillet 2004. Aujourd'hui, la version postée de ce premier épisode sur YouTube par David Firth accumule plus de 39 millions de vues. C'est devenu très vite viral et c'était une sensation à l'époque. Il existe aujourd'hui 11 épisodes de cette série. L'ambiance est très lourde et se centre sur le personnage de Salad Fingers, un étrange homme à la peau verte et visiblement très mal au point, s'exprimant avec une voix très faible et creepy. I like rusty spoons. Il souffre clairement d'une solitude et d'hallucinations où il se mettra à parler à lui-même et faire référence à une grande guerre qui aurait tout détruit. Bref, comme vous l'imaginez, c'est très dense en informations, mais l'ambiance générale est lourde et terrifiante. J'en parlerai probablement un jour plus en détail, mais sachez qu'il s'agit ici d'une des meilleures web-séries de l'histoire de YouTube et que son storytelling reste encore aujourd'hui brillant. Le Rake. Le Rake est une légende à propos d'un monstre qui s'attaquerait aux gens après les avoir stalkés pendant plusieurs mois. Il suivrait les gens et les observerait durant la nuit quand ceux-ci ne sont pas au courant de leur présence. Celui-ci est très pâle, a une figure relativement humanoïde et se déplace à 4 pattes et posséderait des yeux vides, pas de nez et une mâchoire assez proéminente. L'histoire daterait de 2005 quand le board B de 4chan s'est rejoint pour créer un monstre cryptide ensemble. Depuis ce moment, beaucoup prétendent l'avoir vu, filmé, photographié. Oh freak! Mais ce n'est donc qu'un mythe. Le Rake n'existe pas, mais la peur de le voir te regarder pendant la nuit a suivi beaucoup de gens. Le suicide de Carlo ou Red Mist. Le suicide de Carlo ou Squidward Suicide ou The Red Mist est une légende urbaine concernant un épisode maudit de Bob l'éponge. Celui-ci contiendrait une histoire un peu déprimante où le personnage de Carlo ferait un concert devant tous ses amis avant de se faire humilier par tout le monde. Celui-ci tomberait dans une grave dépression et le montage serait vraiment creepy, contiendrait des images subliminales d'actes horribles et gore et sanglants, etc., etc. Il serait seul en train de pleurer, puis enfin il se suiciderait avec des yeux rouges dont s'échapperaient des larmes de sang. L'épisode n'existe pas en réalité, encore une fois, hein, c'est encore une creepypasta qui a été postée pour la première fois sur 7chan en 2010, mais aujourd'hui elle fait quand même sacrément partie de l'inconscient collectif au point que dans un épisode récent de Bob l'éponge qui a été censuré depuis, une référence à celui-ci a été faite. Little Baby's Ice Cream. Little Baby's Ice Cream est une marque de crème glacée en Amérique basée en Philadelphie. En 2012, une pub est créée pour cette petite entreprise. La voici. I eat Little Baby's Ice Cream. Voilà, la vidéo est devenue virale. L'image est flippante et particulièrement immonde. Ça a marqué des gens. Pas grand chose d'autre à dire. Paranormal Activity, ça a été un phénomène quand c'est sorti pour la première fois en 2010. Ceci avait une réputation d'être les films les plus flippants
flippant que tu pouvais voir. Et l'objectif, c'était d'être celui qui allait le regarder et qui disait ouais, moi ça m'a pas fait peur. Honnêtement, j'aime bien la série de films. Je trouve que même s'il y a des trucs vraiment pas ouf dedans, ça reste quand même un truc qui a bien vieilli. Et je trouve qu'il y a même des super idées de mise en scène, particulièrement dans le 3 et dans le 2. Le premier opus reste aujourd'hui avec Blair Witch et Saw un des plus grands phénomènes de l'histoire du cinéma d'horreur, avec notamment ces pubs très nostalgiques où on voyait les réactions des spectateurs au film et qui ont été un coup de génie pour le marketing du film. C'est la fin de la première partie de cet iceberg. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours, vous aurez la sortie de la partie 2 et ainsi de la partie 3, qui sera normalement la partie 3 à la partie finale. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît et j'espère que vous allez être présents pour la partie 2. Moi, c'est un grand plaisir de faire ces vidéos. Merci à vous. À la prochaine pour la suite.